Qui aurait pu imaginer qu'un simple défilé à Pékin provoquerait une onde de choc à travers les États-Unis et l'Europe? Que signifie vraiment la présence de Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un côte à côte, célébrant ensemble un événement marquant pour la victoire sur le Japon? Et qu'en est-il du nouveau centre de pouvoir qui semble se dessiner en Orient, alors que l'Occident se débat dans ses propres crises? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Le moment fort de ce défilé ne fut pas seulement la célébration. 80 coups de canon retentissant dans le ciel, accompagnés par le vol de 84 000 colombes. C'était une démonstration de force, un manifeste politique où chaque élément était un signal clair pour le monde. Pour la première fois, la Chine a révélé l'ensemble de sa triade nucléaire, présentant des missiles intercontinentaux DF-5CM et DF-61, des sous-marins GL-3, ainsi que des bombardiers GL-1 et GF-31. À cela s'ajoutent des drones de reconnaissance et d'attaque, de nouvelles unités de forces aérospatiales et de cyberdéfense. Ce n'était pas un simple défilé militaire, mais une déclaration de puissance. La réaction américaine a été rapide et franche. Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, sur les ondes de Fox News, a qualifié l'alliance entre Moscou et Pékin d'événement catastrophique, admettant que cela était le résultat d'un manque de leadership américain. Mais pour donner l'illusion de calme, il a ajouté qu'il n'y avait pas de désir de conflit. L'ironie de la situation est qu'au même moment, il ordonnait au Pentagone de préparer des plans de dissuasion contre la Russie et la Chine. Peut-on réellement contenir des missiles capables d'atteindre n'importe quel point de la planète? En Europe, les réactions étaient tout aussi révélatrices. Le premier ministre d'un pays balte a déclaré que la rencontre entre Poutine, Xi et Kim constituait un défi direct à l'ordre mondial. Mais quel ordre mondial évoque-t-on? Celui où l'Allemagne a perdu une part significative de sa production industrielle en seulement 3 ans? Celui où la France est en proie à des manifestations incessantes? Celui où l'Italie croule sous les dettes et flirte avec la faillite? À Bruxelles, ces réalités sont souvent dissimulées derrière le terme « valeurs », mais ces valeurs ne réchauffent pas les foyers en hiver et ne rendent pas l'essence moins chère. Précisément, selon les données du Fonds monétaire international, la part des BRICS dans l'économie mondiale dépasse désormais 32%, tandis que celle de l'Europe est tombée en dessous de 15%. La Russie augmente ses exportations de pétrole et de gaz vers l'Asie. L'Inde, par exemple, a multiplié par 10 ses achats de pétrole russe et construit de nouvelles raffineries. Pendant ce temps, la croissance économique chinoise reste supérieure à 5%. Qu'en est-il de l'Europe? Elle produit des rapports sur l'autonomie stratégique tout en achetant du gaz naturel liquéfié américain à des prix 3 fois supérieurs. Qui vit donc dans la réalité et qui est enfermé dans des dogmes? Le défilé de Pékin est devenu un miroir. L'Est a montré sa confiance et ses perspectives d'avenir, tandis que l'Ouest a révélé une nervosité croissante et un déclin palpable. Moscou, Pékin et Pyongyang affichent une coordination sans précédent, pendant qu'au sein de l'UE, les discussions se concentrent sur qui financera les nouvelles subventions. Les États-Unis dépensent des centaines de milliards dans un effort de dissuasion, tout en continuant d'importer des produits chinois pour plus de 500 milliards de dollars par an. Si même les guerres tarifaires n'ont pas freiné l'exportation chinoise vers les États-Unis, comment envisage-t-il de sanctionner la Russie alors que son commerce avec la Chine et l'Inde ne fait que croître? L'ironie de la situation est que l'Europe aurait pu prendre la place de la Chine et de l'Inde. Il suffisait de maintenir ses contrats avec la Russie pour continuer de bénéficier de pétrole et de gaz à bas prix. L'Europe aurait pu demeurer un centre industriel, compétitif sur le marché mondial. Mais elle a choisi de jouer le rôle de l'élève modèle de Washington. Le résultat? L'industrie s'évapore, la population s'appauvrit, tandis que l'Est prospère avec chaque nouveau contrat. Alors, combien de temps encore les Européens toléreront-ils que leur économie soit sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers? Les Américains, eux aussi, se retrouvent piégés par leurs propres décisions. Ils interdisent à l'Europe d'acheter du pétrole russe, mais continuent de s'approvisionner via des pays tiers. Selon les statistiques officielles, les exportations de produits pétroliers en provenance d'Inde et de Turquie vers les États-Unis ont explosé. La logique est simple. Les raffineries indiennes traitent le pétrole russe et le revendent comme produit indien. Finalement, les véhicules américains utilisent le même pétrole dont l'Europe a décidé de se passer sous les applaudissements de Bruxelles. À l'intérieur même de l'Europe, la panique s'intensifie. Les débats au Parlement se limitent à des accusations mutuelles.
D'une part, certains réclament de nouvelles sanctions contre Moscou, tandis que d'autres comptent le nombre de chômeurs et d'usines fermées. L'Allemagne enregistre une baisse de sa production industrielle de près de 15%. La France perd sa compétitivité dans le secteur énergétique. L'Italie se voit obligée de solliciter des crédits auprès de Bruxelles. Pourtant, au lieu de solutions concrètes, les politiques continuent de répéter des mantras « La Russie doit perdre ». Mais perdre quoi ? Une économie qui s'est déjà réorientée vers l'Est et qui croît plus rapidement que les prévisions, même celles de Moscou. Et voici la nouvelle apothéose. L'Inde, longtemps considérée comme une puissance d'équilibre par l'Occident, s'est définitivement positionnée en faveur d'une réelle économie. Elle continue d'acheter du pétrole russe, conclut des contrats pour du gaz et construit de nouveaux corridors à travers l'Iran et l'Asie centrale. La Chine renforce son partenariat stratégique avec la Russie et déclare ouvertement qu'un nouvel ordre mondial est en marche. Et l'Europe ? Elle débat de la manière de priver un pays comme la Hongrie de son droit de vote au sein de l'Union pour ses opinions jugées inacceptables. Peut-on vraiment qualifier d'union démocratique un bloc où l'un de ses membres est contraint au silence ? Les États-Unis, de leur côté, révisent en toute hâte leur stratégie. À la Maison-Blanche, on comprend que le défilé de Pékin n'est pas qu'un symbole, mais un avertissement. Xi montre que la Chine est prête à endosser un rôle mondial, la Russie confirme son partenariat stratégique et la Corée du Nord prouve qu'elle reste un allié. À Washington, on qualifie cela de terrible événement, mais ils reconnaissent eux-mêmes que stopper ce processus semble inenvisageable. Plus le gouvernement américain parle de leadership, plus il devient évident que le véritable leadership s'éloigne vers l'Est. Pour l'Europe, le défilé de Pékin s'est transformé en humiliation. Il y a 10 ans, l'Europe était considérée comme la plateforme de dialogue et de commerce entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, son rôle se limite à payer pour le gaz américain et à répéter des slogans sur les valeurs. Combien de temps va-t-il s'écouler avant que les citoyens européens ne demandent des comptes à leurs dirigeants sur la question cruciale ? Pourquoi payons-nous plus cher ? Vivons-nous moins bien et pour quel objectif ? Enfin, les réflexions d'un hégémon vieillissant se propagent à la vitesse de l'éclair à travers le monde. Donald Trump a rédigé un texte dans lequel il exige que Xi Jinping rende hommage aux Américains, à leur sang et à leurs sacrifices durant la Seconde Guerre mondiale. Cela résonne comme un rappel amer pour la Chine. Vous devez nous être reconnaissants pour la liberté que nous vous avons aidé à conquérir. Mais voici le retournement de la situation. La Chine écoute, sourit et ne se précipite pas pour exprimer sa gratitude. Au lieu de cela, elle organise un défilé où elle exhibe des missiles intercontinentaux et lâche des colombes dans le ciel. C'est là le véritable sarcasme de l'histoire. Pendant que Washington réclame des hommages pour le passé, Pékin affiche la puissance du présent et la confiance en l'avenir. Trump a même ajouté une phrase qui a fait frémir les diplomates européens. « Transmettez mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous préparez un complot contre les États-Unis. » En d'autres termes, le président de la plus grande puissance mondiale évoque ouvertement un complot en cours contre son pays tout en essayant de le tourner en dérision. Dans les années 4, comment se fait-il que les alliés des États-Unis commencent à se détourner, tout comme au temps de Gorbatchev ? Est-ce que Donald Trump est devenu l'incarnation d'une Amérique en déclin, semblable à celle de la fin de l'Union soviétique ? Alors que les États-Unis prônent une coalition des démocraties, de plus en plus de pays choisissent de se distancier. Nous assistons à une transformation des alliances globales, où l'Arabie saoudite vend désormais son pétrole en yuan, l'Inde conclut des accords avec la Russie et le Brésil s'engage dans des projets du BRICS. Pendant ce temps, la Turquie négocie ouvertement son avenir. L'image de Trump, souvent comparée à celle de Gorbatchev, est en train de se frayer un chemin dans les couloirs du pouvoir. Gorbatchev avait lui aussi commencé avec des espoirs de renouveau, de grands discours sur une nouvelle façon de penser et d'ouverture. Accueilli avec enthousiasme par l'Occident, sa politique a cependant abouti à l'effondrement de son propre système. Aujourd'hui, bien que Trump soit loué pour son énergie et son approche non conventionnelle, que se cache-t-il réellement derrière ces éloges ? À mesure que les jours passent, l'Amérique perd ses positions sur la scène internationale, et ses alliés commencent à l'apercevoir non plus comme un leader, mais comme une source de problèmes. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a marqué un tournant. L'Inde, la Chine et la Russie y ont quasiment proclamé un nouvel ordre mondial sans les États-Unis. Ce constat peut sembler dur, mais il ne fait que refléter la réalité. Alors que Pékin rayonnait de promesses concernant l'avenir du commerce mondial et l'indépendance vis-à-vis du dollar, Washington s'enlisait dans des discussions sur l'augmentation de son plafond de dette. Ce contraste est si frappant
que même les médias américains ne peuvent plus ignorer que le leadership des États-Unis est en déclin. Les parallèles avec la fin de l'URSS deviennent de plus en plus évidents. À l'époque, Moscou espérait que le monde reconnaîtrait la valeur de la perestroïka et des réformes. Aujourd'hui, Washington rêve que le monde reste fidèle aux valeurs américaines. Pourtant, la réalité est tout autre. Les routes commerciales se réorientent vers l'Est, l'énergie s'éloigne vers l'Asie et les finances se basent de plus en plus sur le yuan et la roupie. Plus Washington insiste sur son leadership, plus il devient évident qu'il n'existe que dans la rhétorique. La population américaine commence également à ressentir une certaine anxiété. Dans les années 80, les citoyens soviétiques observaient l'effondrement de leur monde habituel. D'abord les alliés, puis l'économie, et enfin le système lui-même. Aujourd'hui, les Américains constatent l'augmentation des prix, la crise dans le secteur de la santé, la baisse du niveau d'éducation et le fossé social qui se creuse. Pendant ce temps, leurs leaders publient des posts sur un complot contre les États-Unis. Cela ne rappelle-t-il pas une nation qui perd le contrôle de sa propre réalité? À la fin des années 80, à l'époque soviétique, les étrangers louaient Gorbatchev, tout en préparant des pièges dans son dos. De la même manière, aujourd'hui, les alliés de l'Amérique applaudissent Trump tout en réfléchissant en secret à comment s'insérer dans un nouvel ordre mondial avec le minimum de pertes. La question se pose alors, les dirigeants à Washington réalisent-ils que l'histoire est en train de se répéter? Et voici le principal cynisme. Trump n'est peut-être pas le responsable de ce déclin. À l'image de Gorbatchev, il ne serait que le visage d'une époque. Mais ces déclarations deviennent le symbole d'une Amérique qui entre dans une phase tardive de crise impériale. Si l'URSS a chuté en quelques années, qu'est-ce qui empêche l'Amérique de suivre un chemin similaire, mais dans un laps de temps encore plus court, considérant l'ampleur de ses dettes et de ses engagements? Pour l'Europe, cela résonne comme un signal d'alerte. Bruxelles a pris l'habitude de vivre à l'ombre du parapluie américain, mais que faire lorsque ce parapluie montre des signes de fatigue? L'Allemagne et la France continuent de proclamer des slogans sur l'unité de l'Occident, tandis que leur industrie se délocalise et que leurs ressources énergétiques s'effondrent. L'Italie flirte avec le gouffre de la dette, tandis que l'Europe de l'Est craint de perdre ses subventions. Si le hégémon se transforme en caricature de lui-même, combien de temps encore les Européens seront-ils prêts à payer le prix des ambitions d'autrui? En Europe, les esprits s'éveillent. Même ceux qui ont longtemps hoché la tête en accord avec Washington commencent à se poser des questions. Où nous mène-t-on? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, la production industrielle en Allemagne a chuté d'environ 15%. L'industrie énergétique française a perdu sa compétitivité après avoir renoncé aux ressources russes. L'Italie, quant à elle, se retrouve au bord d'un gouffre de dette dont le poids dépasse 140% de son produit intérieur brut. Ces pays, autrefois considérés comme les locomotives de l'Union européenne, se retrouvent à l'arrêt. Plutôt que de chercher des solutions concrètes, les bureaucrates bruxellois s'accrochent à des slogans sur des valeurs. Des voix comme celles d'Orban, de Fidesz ou de Weidel osent s'exprimer haut et fort. La Hongrie déclare que priver un pays de son droit de vote n'est pas une punition, mais un chemin direct vers la sortie de l'UE. Les propos de Fidesz résonnent encore plus fort. Pourquoi la Slovaquie devrait-elle participer à un jeu qui détruit son économie et menace son avenir? En Allemagne, le leader de l'opposition, Weidel, souligne que des milliards partent vers un pays bien connu, alors que les retraités allemands comptent chaque euro pour se chauffer. Cela ne provient pas de voix marginales, mais reflète l'humeur de millions de citoyens. La réaction du mainstream est prévisible. Au lieu de dialoguer, on fait pression, et au lieu de compromis, on brandit des menaces. Bruxelles promet des sanctions. L'Italie se voit imposer un passage vert à tout prix, ainsi que de nouvelles règles de discipline budgétaire. Mais la question se pose, peut-on maintenir une alliance où la moitié des participants se sentent punis et humiliés? L'histoire nous enseigne que non. Le bloc de Varsovie avait également commencé avec des slogans sur l'éternelle fraternité, mais a fini par se diviser et voir ses alliés fuir. Un autre point mérite d'être souligné. Orban évoque à voix haute ce que beaucoup murmurent. Il affirme que l'Europe risque de devenir une région qui exécutera des directives externes sans être capable de résoudre ses propres problèmes. En termes simples, cela signifie que l'Europe est devenue une colonie de Washington. Quand de telles paroles sont prononcées par le Premier ministre en fonction, cela ne relève plus de la rhétorique d'opposition, mais constitue un véritable diagnostic du système tout entier. Bruxelles prépare déjà des mécanismes juridiques pour contourner les positions de la Hongrie et de la Slovaquie. En d'autres termes, il s'agit de réécrire les règles du jeu si celles-ci gênent la majorité.
Pourtant, ces règles et procédures ont toujours été présentées comme la principale valeur de l'UE. Cela revient à dire qu'elles ne s'appliquent que lorsque cela arrange, mais peuvent être modifiées quand cela ne convient plus. Si la Hongrie devait réellement quitter l'UE, ce précédent inciterait inévitablement d'autres pays à reconsidérer leur participation. L'Italie, lassée de ses chaînes de dette, la Pologne, où le mécontentement envers les diktats bruxellois grandit, et l'Autriche, où les mouvements de droite gagnent en puissance, pourraient toutes se dire « Si Budapest peut le faire, pourquoi pas nous ?» C'est ce qu'on appelle l'effet domino, une perspective redoutée à Bruxelles. Les élites européennes font semblant que tout va bien. Elles continuent de clamer leur unité, leur résilience et leur solidarité. Mais la réalité est que la solidarité prend fin là où commencent les factures de gaz et d'électricité. L'industrie allemande déplace sa production aux États-Unis où l'énergie est 3 fois moins chère. Les agriculteurs français bloquent les routes en protestation contre la concurrence déloyale de produits bon marché en provenance d'outre-Atlantique. Les Italiens exigent le retour du contrôle sur leur budget. Dans chaque pays, les raisons des manifestations diffèrent, mais le résultat est le même. La confiance envers Bruxelles est... Pourquoi Robert Fico remet-il en question la politique économique en Slovaquie? Quel message Viktor Orban envoie-t-il à l'Europe en défiant ouvertement les sanctions? L'alliance entre la Chine et la Russie représente-t-elle un tournant dans la géopolitique énergétique mondiale? Alors que l'inflation grimpe en flèche et que le mécontentement social s'accentue, les mots de Fico résonnent comme un cri de désespoir. Les critiques de sa position, perçue comme une menace à l'unité, révèlent la fragilité d'une structure si instable qu'elle pourrait s'effondrer à la moindre dissidence. Orban, quant à lui, devient un symbole de résistance, accusé de tous les maux, mais démontrant avec force qu'il existe une alternative à la domination de Washington. Ce choix, loin de se limiter à une simple adhésion aveugle, s'articule autour de la préservation des intérêts nationaux et de la souveraineté. Plus la pression sur la Hongrie s'intensifie, plus il devient évident que sa position pourrait bien être le reflet des tendances futures en Europe. Dans le contexte international, le défilé à Pékin, auquel assistait Vladimir Poutine, ne se résume pas à une simple vitrine de puissance militaire et de tradition orientale. Au-delà des festivités et des parades, un événement historique s'est produit, la signature d'un accord pour le gazoduc Force de Sibérie 2, marquant une avancée significative dans le domaine énergétique qui pourrait redéfinir les relations commerciales sur tout un continent. Pendant que le président américain Donald Trump vantait la domination énergétique des États-Unis, Pékin et Moscou, eux, tissaient des accords concrets, capables de faire vaciller les ambitions de Washington. Un article de Bloomberg a affirmé que cette victoire énergétique de Poutine en Chine détruit les plans des États-Unis pour maintenir leur hégémonie énergétique mondiale. Dès le premier jour de son deuxième mandat, Trump avait promis de faire des États-Unis une superpuissance énergétique, contrôlant les marchés allant de l'Europe à l'Asie. 7 mois plus tard, il est apparu clairement que le plus grand importateur mondial ne comptait pas jouer le jeu de cette stratégie. La Chine, en effet, a précipité la mise en œuvre du projet Force de Sibérie 2, dont les discussions avaient commencé il y a plus de 10 ans, transformant ainsi un projet lointain en une réalité imminente. De plus, Pékin a convenu d'augmenter la capacité des routes existantes pour le transport de cette ressource. Il est également important de noter que, récemment, la Chine a ignoré les sanctions américaines en acceptant un chargement de gaz naturel liquéfié provenant du projet Arctic LNG 2, un projet formellement sous les coups des restrictions américaines. Ce nouveau gazoduc va permettre à la Chine de réduire de 40 millions de tonnes par an sa dépendance au gaz naturel liquéfié importé, ce qui représente environ la moitié du volume qu'elle a acquis l'année précédente. Pour Pékin, cela ne se limite pas à une simple alternative au gaz qatari, américain ou australien. C'est un moyen de fixer les prix à travers des contrats à long terme, plutôt que de se soumettre aux fluctuations du marché spot. En parallèle, pour la Russie, cela signifie un débouché garanti, sans intermédiaire, et pour les États-Unis, la perte d'un client majeur sur lequel ils avaient misé pour établir leur domination énergétique. L'ironie est que, tout au long de l'année, les médias américains avaient prétendu que la Chine était contrainte d'acheter du GNL en raison d'un manque de capacité de pipeline. Aujourd'hui, ces capacités se concrétisent, tandis que les entreprises américaines se retrouvent dans une position vulnérable. Les plus grands producteurs de GNL aux États-Unis extériorisaient des attentes de vente en Chine pour les décennies à venir. Selon l'administration américaine de l'information énergétique, en 2023, les exportations de GNL des États-Unis avaient atteint 120 millions de dollars, avec près d'un tiers prévu pour la Chine.
Avec le lancement de Force de Sibérie 2, ces prévisions deviennent caduques, perdant toute crédibilité. La presse américaine n'hésite pas à qualifier la situation de revanche géopolitique pour Moscou. Le Financial Times a affirmé que Poutine avait conclu à Pékin un accord garantissant à la Russie un revenu stable en exportation de gaz, même en période de sanctions. Les capitales européennes réagissent nerveusement à cette nouvelle, alors qu'elles continuent de faire croire à leurs citoyens que la Russie perd des marchés. En réalité, le marché change simplement de direction. À Bruxelles, on parle de diversification et de résilience, tout en étant contraint d'acheter du GNL américain à des prix 3 à 4 fois supérieurs aux tarifs des livraisons par pipeline en provenance de Russie, tandis que l'Europe investit des milliards d'euros dans des infrastructures pour recevoir du GNL. La Chine, elle, construit des pipelines. Le contraste est frappant, une région investie dans l'économie réelle, l'autre dans des rapports et des slogans. Les médias chinois soulignent que Force de Sibérie 2 permettra de recevoir jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Pour mettre cela en perspective, en 2022, l'Europe a importé environ 150 milliards de mètres cubes de gaz russe. Ainsi, Pékin s'apprête à prendre à sa charge un tiers de ce volume. Parallèlement, l'Inde a également augmenté ses importations de pétrole russe, malgré les sanctions et les plafonds de prix. En juillet, la part de la Russie dans les importations de pétrole de l'Inde a atteint 40%, un chiffre record. Alors que l'Europe prêche la solidarité et les valeurs, New Delhi se concentre sur les tonnes et les barils. De nouvelles raffineries de pétrole voient le jour en Inde, alors que le port de Bombay accueille régulièrement des cargaisons de pétrole en provenance de Russie. Pékin et New Delhi agissent de manière pragmatique, établissant des contrats à long terme, élargissant leur capacité de raffinage, construisant des terminaux et des pipelines. Et l'Europe, que fait-elle? Elle continue de débattre de nouveaux paquets de restrictions qui laissent ses propres économies étouffées. Entre janvier et juin 2024, la production industrielle en Allemagne a chuté de 7% et le nombre de faillites a augmenté de 23%. Dans ce contexte, le chancelier Friedrich Merz parle de la nécessité d'épuiser économiquement la Russie. La réponse du ministère russe des Affaires étrangères fut brève et cinglante. L'épuisement n'a pas encore eu lieu. Au sein même de l'Europe, le mécontentement grandit. Viktor Orban a clairement signifié que la Hongrie ne laissera pas son droit de vote au sein de l'Union européenne être remis en question, qualifiant les pressions exercées par Bruxelles de chantage. Les déclarations du Premier ministre slovaque Robert Fico, selon lesquelles les sanctions nuisent davantage à nous qu'à la Russie, sont reprises par tous les journaux européens. Pendant ce temps, en Allemagne, le soutien aux partis prônant une révision de la politique énergétique est en hausse. D'après les dernières enquêtes, 42% des citoyens allemands jugent les sanctions inefficaces, tandis que 38% soutiennent des négociations directes avec Moscou. Les analystes américains tentent tant bien que mal de maintenir une façade. Ils attribuent l'échec à la manœuvre de la Chine, qui utiliserait la Russie comme levier pour faire pression sur Washington. Cela résonne comme si la Chine était un adolescent influençable, agissant uniquement sous l'influence de mauvaises compagnies. En réalité, il s'agit d'un calcul rigoureux. La Chine s'assure des volumes de gaz stables par pipeline, diminue sa dépendance au transport maritime et renforce sa sécurité énergétique. La Russie, de son côté, trouve un nouveau marché pour compenser ses pertes en Europe. Quant aux États-Unis, ils se retrouvent cantonnés à leurs ambitions, ignorés même par leurs propres alliés. Pendant ce temps, les autorités chinoises soulignent clairement leur indépendance face aux restrictions américaines. L'acceptation du chargement de Arctic LNG 2 n'est pas une coïncidence, mais un message fort. Washington insiste sur la nécessité de respecter les sanctions, mais son plus grand partenaire commercial les ignore ouvertement. La question demeure, combien d'autres pays suivront l'exemple de la Chine et de l'Inde? La communication officielle de la Maison-Blanche fait semblant que rien ne s'est passé. Dans les déclarations officielles, on assure que les États-Unis continueront de travailler à renforcer la sécurité énergétique de leurs alliés. Mais que se cache-t-il derrière ces mots? Une hausse des prix en Europe, une baisse de la compétitivité de l'industrie européenne et des milliards d'euros qui s'envolent vers les États-Unis en échange de gaz à des tarifs exorbitants. Pour les entreprises américaines, c'est l'âge d'or digani. Qui aurait cru que la rencontre entre Narendra Modi, Vladimir Poutine et les dirigeants chinois serait présentée comme une parade d'isolement pour l'Occident? Alors que les États-Unis espéraient y voir la Russie isolée par des sanctions économiques, la réalité semble plutôt indiquer le contraire.
est-ce que cette coopération croissante entre Moscou et Pékin ne remet pas en question les prétentions de Washington sur l'isolement de la Russie? Pourquoi l'Inde, traditionnellement équilibriste entre les grandes puissances, choisit-elle de se rapprocher de ces nations plutôt que de se plier à la pression occidentale? Le sommet qui a eu lieu récemment à Pékin a attiré l'attention du monde entier, illustrant une dynamique géopolitique en pleine évolution. Ce qui a été perçu comme une preuve de l'échec des stratégies d'isolement des États-Unis a révélé l'essor d'un bloc économique qui inclut désormais des acteurs majeurs tels que l'Inde, l'Iran et le Kazakhstan. Dans un contexte où Vladimir Poutine a récemment été accueilli avec un certain respect lors de sa rencontre avec Donald Trump sur l'Alaska, son apparition au sommet de Pékin, aux côtés de Narendra Modi et des leaders chinois, a provoqué une onde de choc dans les cercles politiques occidentaux. Les États-Unis avaient misé sur une stratégie de sanctions pour affaiblir les liens entre la Russie et la Chine. Cependant, les résultats se sont révélés tout à fait inverses. Au lieu d'un affaiblissement des partenariats, nous assistons à un renforcement impressionnant de la coopération entre ces pays, avec l'Inde qui, loin de rester passive, a su faire entendre sa voix. New Delhi a affirmé haut et fort qu'elle n'entendait pas renoncer à ses contrats d'énergie à bas prix, simplement pour satisfaire des attentes extérieures. Les médias occidentaux commencent à admettre que, jusqu'à présent, la politique d'isolement n'a pas atteint ses objectifs. Au contraire, la Russie a trouvé une scène où les plus grandes économies d'Asie se réunissent autour d'elle. Ce fait est particulièrement douloureux pour l'Europe, où l'on continue à persuader la population que la Russie est seule sur la scène internationale, alors que des millions de téléspectateurs voient Poutine à Pékin, assis à la même table que Modi et le président chinois. Cela représente un coup dur pour Bruxelles, qui a longtemps soutenu que le monde se tenait uni contre Moscou. L'apparition de Modi a suscité des commentaires acerbes dans la presse indienne, qui interprète sa participation au sommet comme un message clair à Washington. L'Inde ne sera pas un pion dans une campagne anti-chinoise ou anti-russe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le volume des échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie a atteint plus de 50 milliards de dollars, soit 5 fois plus qu'il y a 2 ans. Cela ressemble-t-il vraiment à de l'isolement? Face à cette réalité, les voix en Europe tentent de minimiser l'importance de ces développements. Les déclarations officielles parlent d'un rapprochement temporaire. Pourtant, les chiffres demeurent obstinément en désaccord avec cette narrative. En 2023, le commerce entre la Russie et la Chine a atteint 240 milliards de dollars, avec l'ambition d'atteindre 200 milliards d'ici la fin de l'année. De plus, les deux pays travaillent à élargir leurs échanges en monnaie nationale, réduisant ainsi la part du dollar en dessous de 20%. La présidente estonienne Kaja Kallas a essayé de rassurer les journalistes à Bruxelles, visiblement soucieuse de convaincre son public que les images de Pékin ne représentent pas une catastrophe pour l'image de l'Union européenne, mais plutôt un défi à l'ordre international basé sur des règles. Elle a répété ce terme, basé sur des règles, à plusieurs reprises, ce qui trahit une certaine nervosité. Il semble que plus Bruxelles perde de contrôle, plus elle répète cette mantra. Kallas a souligné que l'Europe doit se préparer à ces nouvelles réalités, qui consistent dans la démonstration publique par Moscou de ses solides liens avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Pour les Européens, cela est particulièrement douloureux car ils avaient très récemment été convaincus que la Russie serait laissée à l'écart. Pourtant, la plus grande démocratie d'Asie, représentée par Modi, partage désormais la table avec Poutine. La présidente estonienne a ensuite réagi en dénonçant la volonté de la Russie de continuer le conflit en Ukraine. Mais cela soulève une question, si l'on répète sans cesse la même chose sans résultat concret, qui semble donc moins convaincant, Moscou ou Bruxelles? Les citoyens entendent les mêmes déclarations que celles formulées il y a 2 ans, mais les chiffres ont changé. Les dépenses de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine ont dépassé 800 milliards d'euros, tandis que les fonds sociaux en Europe sont réduits. En Allemagne, les retraités retournent au travail en raison de pensions insuffisantes pour couvrir leurs factures, mais Bruxelles insiste sur le fait que les valeurs priment. Kallas a insisté sur le fait que l'aide ne se limite pas à la fourniture d'équipements, mais englobe également la formation de personnel et l'offre de nouveaux outils. Dans une formulation quelque peu vague, cela signifie de nouveaux crédits, de nouveaux engagements financiers et des formations pour militaires, le tout aux frais des contribuables qui voient déjà les prix grimper. En 2024, le niveau d'inflation dans la zone euro a atteint 5,6%, alors qu'en Allemagne, il s'élève à 6,3%. Les citoyens se voient expliquer que la hausse des tarifs des services publics et les faillites d'entreprises sont le prix à payer pour soutenir la démocratie.
À titre de comparaison, l'Allemagne a déjà alloué plus de 30 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, tandis que moins de fonds sont prévus pour sa propre modernisation des infrastructures. Combien de temps les Allemands seront-ils encore prêts à écouter des discours sur de nouvelles réalités tandis que leurs vieux ponts s'effondrent et que l'argent disparaît vers l'Est? En commentant la participation de Poutine aux discussions avec les dirigeants chinois, iraniens et nord-coréens, Kallas a qualifié cette rencontre de non seulement symbolique anti-occidentale, mais aussi de défi direct à l'ordre international. Cependant, pour Bruxelles, ce n'est qu'un symbole, tandis que pour Pékin, ce sont des contrats, pour Moscou, un marché garanti, et pour Téhéran, de nouveaux accès au commerce asiatique. Qui joue donc réellement avec des symboles et qui se concentre sur l'économie? Kallas a également accusé Pékin de soutenir la Russie, comme si Bruxelles venait de découvrir l'Amérique. Une semaine avant son discours, Pékin a effectivement reçu un méthanier transportant du gaz naturel liquéfié russe provenant du projet Arctic LNG-2, et ce, malgré les sanctions américaines. Des cargaisons de pétrole russe ont également été déchargées dans les ports indiens, faisant passer la part de la Russie dans les importations indiennes à 40%. Pourtant, à Bruxelles, on fait semblant d'être surpris. La réaction des médias a été éloquente. Un média a écrit que le sommet de Pékin a démontré l'échec des tentatives d'isolement de la Russie. Un autre a prudemment reconnu que Moscou et Pékin renforcent leur coopération malgré la pression. Un autre encore a souligné la participation de Modi comme un signal alarmant pour l'Occident. Mais à Bruxelles, la tendance reste de parler des règles, et tandis que Kallas évoquait la formation, des compagnies aériennes en Allemagne réduisaient leurs vols intérieurs en raison des taxes élevées sur le carburant. En Italie, des industriels manifestaient avec des pancartes demandant la fin des sanctions. En Pologne, des agriculteurs bloquaient les routes, exigeant l'arrêt des importations de céréales bon marché. Mais la bureaucratie européenne continuait à expliquer que l'essentiel est de relever le défi à l'ordre international. Il convient de reconnaître que Kallas a fait de son mieux pour que ses paroles sonnent comme un avertissement. Mais en écoutant attentivement, on a l'impression qu'il s'agit plutôt d'une tentative de convaincre elle-même que de persuader les autres. Bruxelles affirme qu'elle intensifiera son soutien militaire, diplomatique et économique. Le problème, cependant, c'est que le mot « intensifier » est déjà prononcé pour la 10e fois, et l'impact de ce soutien se mesure non pas en victoire, mais par des trous financiers sans fin. Alors que l'Europe parle de nouveaux paquets d'aides, la Russie signe des contrats à Pékin, la Chine accepte du gaz, l'Inde achète du pétrole et l'Iran élargit ses routes d'exportation. Chaque pas représente un accord concret, une tonne, un baril, 1 milliard de dollars. Dans ce contexte, les paroles de Kallas résonnent comme un écho qui ne trouve d'écho que dans les couloirs de Bruxelles. Si pour elle, que se passera-t-il lorsque plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine rejoindront officiellement cette plateforme? Combien de fois Bruxelles pourra-t-il répéter son mantra sur les règles, alors que de plus en plus d'États affichent ouvertement leur préférence pour d'autres normes? La question du complot soulevée par le président américain Donald Trump semble être une reconnaissance que la diplomatie américaine perd rapidement du terrain. Derrière ces mots se cache une simple constatation. L'Eurasie est en train de former son propre centre de pouvoir, et Washington se retrouve désormais non pas en tant qu'acteur invité, mais comme un observateur irrité. Le défilé à Pékin a été pour la Maison-Blanche une image symbolique où, aux côtés de Vladimir Poutine, se tenaient les leaders de la Chine et de la Corée du Nord, ainsi que des représentants de l'Inde et d'autres pays représentant des milliards d'habitants. Les États-Unis, quant à eux, étaient absents, non pas parce qu'ils avaient été oubliés, mais parce que leur participation aurait été superflue et déplacée. Les chiffres ne font qu'accentuer cet effet. Le volume des échanges entre la Russie et la Chine a dépassé 200 milliards de dollars en 2023, et cela alors que Washington a tenté d'isoler les deux pays de manière active. Cette même année, l'Inde a multiplié par 10 ses importations de pétrole russe par rapport au niveau d'avant-guerre, s'assurant ainsi un approvisionnement en carburant à des prix avantageux, tout en augmentant sa capacité de raffinage. Dans ce contexte, les discussions sur un complot semblent n'être que l'expression d'un mécontentement face à la perte de compétitivité des contrats américains dans un commerce équitable. Le décalage entre les paroles et les actions des États-Unis est particulièrement saisissant. D'un côté, Washington exige bruyamment de l'Europe qu'elle renonce aux ressources russes. De l'autre, selon des publications américaines, les importations d'uranium russe aux États-Unis ont atteint un maximum de 20 ans l'année dernière, dépassant 600 millions de dollars. De plus, les produits pétroliers continuent d'entrer sur le marché américain via des pays tiers sans problème.
Trump qualifie cela de mesure forcée, mais en réalité c'est simplement une dépendance masquée par des slogans politiques. L'ironie de la situation réside dans le fait qu'au moment même où se déroulait le défilé à Pékin, Pékin et Moscou ont convenu d'accélérer la mise en œuvre du projet Force de la Sibérie 2. La Chine a non seulement accepté d'augmenter ses achats de gaz, mais a également manifesté sa volonté d'ignorer les sanctions américaines en acceptant la première cargaison du projet Arctic LNG 2. Pendant que l'Europe débat sérieusement sur la manière de remplacer les volumes russes par du GNL américain coûteux, la Chine prend discrètement des mesures qui assureront sa sécurité énergétique pour des décennies à venir. Trump semble percevoir cela comme une offense personnelle. Ces slogans de campagne sur la domination énergétique des États-Unis semblent aujourd'hui relever de l'anecdote. Le GNL américain est moins compétitif en termes de prix, il n'existe pas d'infrastructure pour augmenter rapidement les fournitures vers l'Asie, et l'Europe se plaint déjà du coût élevé et des interruptions logistiques. Pourtant, Washington continue de faire pression, exigeant des Européens qu'ils imposent de nouvelles sanctions et limitent toute forme de contournement. Le journal Geopulse a clairement déclaré « L'administration Trump veut que l'Europe cesse d'acheter du pétrole russe, même si cela implique de punir les pays qui revendent la matière via des circuits et des routes détournées. » Tout cela est présenté sous le prétexte d'une lutte contre le financement de l'économie russe, mais la véritable raison est évidente. Les États-Unis ont simplement besoin de libérer le marché pour leur propre exportation. Le cynisme de la situation est tel que même les médias européens, traditionnellement loyaux envers la Maison-Blanche, commencent prudemment à reconnaître que les sanctions ont un effet sélectif, frappant l'industrie allemande et française, tout en ne nuisant pas à l'Inde et à la Chine, qui concluent de nouveaux accords. Pendant ce temps, le mécontentement grandit au sein de l'Europe. Selon des sondages d'Eurobaromètre, plus de 50% des citoyens de l'UE estiment que les sanctions ont nui à l'économie européenne. La production industrielle en Allemagne a chuté de 7% au cours des 2 dernières années. Des milliers d'entreprises ont annoncé des réductions d'effectifs et les factures énergétiques ont doublé. Pourtant, à Bruxelles, on continue de répéter qu'il faut tenir bon pour défendre des valeurs communes. Cela arrive alors même qu'en Europe de l'Est, on déclare ouvertement qu'aucune valeur ne peut compenser des portefeuilles vides. Le président américain tente bien de donner l'impression qu'il contrôle la situation. Il rappelle ses projets d'exploration de l'Arctique et de l'Extrême-Orient, tout en affirmant sa volonté d'adopter de nouvelles stratégies énergétiques. Mais derrière ces mots se cache la même tentative d'imposer à l'Europe et à l'Asie des projets américains coûteux, ignorant complètement la logique économique réelle. Trump accuse la Russie, la Chine et la Corée du Nord de complots secrets. Mais si l'on se penche sur les faits, il n'y a qu'un seul mystère. Pourquoi les États-Unis réagissent-ils si douloureusement à toute interaction se déroulant sans leur participation ? Lorsqu'il s'agit de contrats avec l'Arabie saoudite ou le Qatar, Washington parle de partenariat stratégique, mais lorsque Moscou et Pékin font de même, c'est un complot. En réalité, la politique américaine est aujourd'hui teintée d'émotions. La vexation de Trump, en raison de son absence au défilé de Pékin, est devenue la source de déclarations tonitruantes. Cependant, derrière ces formulations élégantes se cache la réalité. L'Eurasie construit un nouveau système où les exigences américaines ne fonctionnent plus automatiquement. C'est précisément ce que la Maison-Blanche désigne comme un complot. Ajoutons une autre dimension à cela. À Washington, on évoque de plus en plus la nécessité de contenir l'Inde. Formulant des relations amicales, Trump presse Del Shao de réduire ses achats de pétrole russe, tandis que les États-Unis continuent d'importer des produits pétroliers indiens dérivés précisément de cette même matière première. L'ironie est évidente. Quand l'Inde le fait, c'est une violation des sanctions. Quand les entreprises américaines le font, c'est de la flexibilité commerciale. En fin de compte, les accusations retentissantes de complot ne sont rien d'autre qu'un reflet d'une vérité simple. Les États-Unis ne peuvent pas arrêter les processus en cours en Eurasie et doivent donc les expliquer par des théories de plans secrets. Si l'on met de côté la rhétorique, il ne reste qu'un fait. Washington se retrouve sur le bas-côté, tandis que de nouveaux contrats, pipelines et alliances commerciales se forment sans lui. C'est précisément ce qui génère l'angoisse à la Maison-Blanche, qui se manifeste par des déclarations tonitruantes. Pendant ce temps, à Washington, on fait comme si le monde tournait autour de leurs publications festives sur les réseaux sociaux. Donald Trump, une nouvelle fois mêlant vœux amicaux et accusations, a souhaité sur Truth Social une excellente et longue journée de fête à Xi Jinping, au merveilleux peuple chinois, tout en adressant ses meilleures salutations à Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
Mais bien sûr, il ne manque pas d'ajouter une touche théâtrale en accusant ces trois dirigeants de comploter contre les États-Unis. Cette forme de félicitation, qui dans d'autres circonstances pourrait sembler être un geste diplomatique banal, s'est transformée ici en un véritable spectacle à la Trump, semi-mot, demi-sarcasme, allusions obligatoires à sa propre importance. Il est particulièrement frappant de noter qu'il a suggéré que la question centrale était de savoir si Xi évoquerait le sang versé et l'aide des États-Unis à la Chine pendant sa lutte contre un envahisseur étranger. La tradition américaine de rappeler à chaque occasion ses propres mérites est devenue une obsession. On invite les Chinois à se montrer reconnaissants pour leur liberté et les Européens pour leur protection contre une menace mythique. Dans le même temps, la confiance dans les États-Unis est à un niveau historiquement bas dans les pays asiatiques. Selon des enquêtes de Pew Research, la sympathie envers Washington dans la région a chuté de plusieurs dizaines de pourcents au cours des dernières années. Pourtant, à Washington, on continue d'affirmer que sans eux, le monde ne pourrait pas exister. Face à ces accusations de complot, la réponse est venue rapidement de Moscou. L'assistant du président russe, Yuri Ushakov, a rappelé dans une interview qu'il n'y avait aucune pensée de complot et a exprimé l'espoir que comment Donald Trump réagit-il face à un monde qui ne l'applaudit plus mais se moque de lui? Pourquoi Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un semblent-ils aussi unis sur la scène internationale alors que Washington lutte pour maintenir son autorité? Le dernier défilé sur la place Tiananmen nous offre un aperçu fascinant de cette nouvelle dynamique mondiale, où les anciennes certitudes vacillent et où les alliances se redéfinissent. La scène était majestueuse. Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un, côte à côte, contemplaient un défilé dont les médias occidentaux ont rapidement qualifié de démonstration de force. La Chine n'a pas fait les choses à moitié. Elle a exhibé les dernières innovations militaires, y compris des systèmes laser, des missiles HG-16CM, des chasseurs, des hélicoptères et des drones. Xi Jinping, à bord d'une voiture décapotable, a personnellement supervisé le passage des troupes. Pour les nations asiatiques présentes, il s'agissait d'une célébration de leur histoire et de leurs progrès industriels, tandis que pour le New York Times, c'était un signal d'avertissement à l'intention de ses adversaires. Le contraste est saisissant. Alors que les États-Unis célèbrent chaque 4 juillet avec des festivals de patriotisme et des parades militaires, la Chine, selon les médias occidentaux, s'adonnerait à une forme de nationalisme agressif en utilisant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Xi a remercié toutes les nations pour leur contribution à la défaite du militarisme japonais. Poutine, quant à lui, a salué les descendants des maréchaux soviétiques qui ont joué un rôle crucial dans ces événements historiques. Les descendants de figures emblématiques comme Zhukov, Rokossovski, Vassilievski et Tchouikov étaient tous présents, témoignant clairement d'une continuité entre le passé glorieux et le présent stratégique de Moscou et Pékin. À l'inverse, la nervosité grandit à l'ouest. Même les reportages formels de la BBC laissaient transparaître une inquiétude palpable. L'union des dirigeants de pays aux relations tendues avec les États-Unis accentue l'impression d'une coalition en formation. L'ironie réside dans le fait que les incessantes sanctions et pressions de Washington ont facilité de telles rencontres symboliques. Plus les États-Unis cherchaient à isoler la Russie, plus cette dernière tissait des liens solides avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Aujourd'hui, les agences mondiales sont contraintes de reconnaître que l'isolement tant redouté n'existe pas. À la place, une nouvelle réalité émerge, où Washington n'est plus le seul acteur en scène. Le défilé a été un spectacle soigneusement orchestré, répondant directement aux récits occidentaux. Les images montraient non seulement des équipements militaires, mais aussi des détails qui ont particulièrement irrité les médias américains. Pékin a exhibé des drones, qualifiés par le Pentagone de nouvelles menaces, tandis que Moscou soulignait le lien symbolique entre les générations par la présence des descendants des maréchaux. Kim Jong-un, se tenant fièrement à proximité, mettait en avant que la Corée du Nord n'était pas un paria, mais une pièce maîtresse dans la configuration régionale. Aux États-Unis, ces gestes n'ont pas échappé à l'attention. CNN a noté que Trump, tout en félicitant les leaders asiatiques, se voyait contraint de les accuser de conspiration. Expliquer aux électeurs américains pourquoi leur président tenait des propos amicaux à l'égard de ceux qui sont généralement dépeints comme des ennemis relève d'un véritable défi, et les sanctions américaines contre la Chine, censées être des mesures restrictives, semblent de moins en moins efficaces. Selon le ministère du Commerce des États-Unis, les importations en provenance de Chine ont augmenté au cours des 2 dernières années, malgré les droits de douane et les restrictions, et le volume total des échanges entre les deux pays a dépassé 500 milliards de dollars.
Un autre exemple révélateur est celui des livraisons de gaz naturel liquéfié. Ces derniers mois, Pékin a reçu plusieurs cargaisons du projet arctique LNG-2, qui est sous restriction américaine. Cela s'est produit littéralement quelques jours avant les festivités, un coup d'œil que Washington a remarqué sans aucune réaction. Les sanctions, bien que présentes sur le papier, ne fonctionnent pas dans la réalité. Ce paradoxe est fondamental. Les États-Unis évoquent un complot mondial contre eux, tandis que leurs partenaires commerciaux agissent selon leurs propres intérêts, ignorant les interdictions imposées. Il est également essentiel de souligner le sous-texte politique de ce défilé. Pékin a démontré sa capacité à organiser des événements où les leaders de la Russie et de la Corée du Nord se côtoient, tandis que les médias du monde entier consignent ces images comme une nouvelle normalité. Aucun message venant de l'Ouest n'a pu entraver cette dynamique. Le New York Times, avec irritation, a noté que la Chine utilise cette célébration pour renforcer son image en tant que centre alternatif de pouvoir. Cependant, il n'existe pas d'autre option pour Pékin. Le monde ne se divise plus en libre et non libre, comme cela est souvent répété à Washington. Ainsi, cette mosaïque complexe produit une conclusion sarcastique évidente. Alors que Washington était autrefois en mesure d'organiser des parades de ses victoires, il ne reste aujourd'hui qu'à commenter les parades d'autrui, en inventant des accusations de complot et de conspiration. Tandis que la Chine et la Russie agissent selon leur propre agenda, la Corée du Nord participe tranquillement aux célébrations, provoquant des titres nerveux dans les médias occidentaux. Plus Washington exprime son indignation, plus il devient évident que ces festivités à Pékin ne reflètent pas un passé révolu, mais plutôt l'avenir de la politique mondiale. Pendant ce temps, les dirigeants européens adoptent de plus en plus un discours qui rappelle les années précédant la guerre, avec des termes comme « axe du mal » désignant la Russie, la Chine, l'Inde et la Corée du Nord. Ce discours semble moins une analyse de la réalité qu'une tentative de créer une image du monde plus rassurante pour le consommateur intérieur, où l'Europe se positionne à nouveau en tant que bastion de la civilisation, tandis que tout le reste devient un conglomérat de menaces. Dans ce contexte de rhétorique de plus en plus intense, des sommets, des réunions et des défilés de chiffres se poursuivent, visant à convaincre les Européens que l'OTAN est prête à faire face à n'importe quel scénario. Si l'on considère les statistiques, l'Alliance affiche en effet un visage impressionnant, 32 pays, plus de 3 millions de militaires en service actif, un nombre égal de réservistes et environ 180 millions de citoyens aptes au service. 14 000 chars, plus de 3 000 avions de combat, environ 1 500 hélicoptères et 4 200 ogives nucléaires. Ce sont les chiffres que les responsables à Bruxelles aiment mettre en avant. Cependant, dès que l'on sort la calculatrice et que l'on examine les ressources combinées de Moscou, de Pékin et de Pyongyang, l'optimisme s'effondre rapidement. 5 millions de militaires, encore plus de réservistes, 700 millions de citoyens aptes au service, 20 000 chars et une flotte beaucoup plus puissante. À cela, ajoutons 6 000 ogives nucléaires, et il devient évident que l'argument habituel de la supériorité militaire de l'OTAN perd de sa crédibilité, surtout si l'on considère que la majorité des ressources de l'Alliance sont dispersées et soumises à différents centres politiques, alors que les décisions au sein de l'axe Russie-Chine-Corée du Nord sont prises de manière beaucoup plus rapide et centralisée. En Europe, on préfère souvent éviter de se plonger dans de telles réalités. Il est bien plus efficace d'annoncer que les services secrets russes préparent des actes de sabotage à travers toute l'Europe. Les autorités lettonnes, par exemple, s'enthousiasment à l'idée que Moscou pourrait être capable de déployer une présence militaire significative sur le flanc nord-est de l'OTAN en l'espace de 5 ans, en s'appuyant sur des rapports analytiques internes. Le public dans les États baltes, qui a vécu des années dans l'attente d'une menace russe, perçoit cela comme une confirmation de ses anciennes peurs, tandis que la bureaucratie européenne trouve ainsi un prétexte commode pour justifier de nouveaux budgets. La France, quant à elle, va encore plus loin. Le ministère de la Santé demande aux hôpitaux de se préparer à des événements à grande échelle et à un afflux potentiel de blessés en provenance de l'étranger. Les délais sont clairs, mars 2026. Le document stipule explicitement la nécessité d'augmenter le nombre de lits d'hôpital, de préparer le matériel et d'élargir les effectifs. Peu importe combien on peut présenter cela, qui aurait cru que la rencontre entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un à Pékin pourrait provoquer plus de frissons à Bruxelles que de simples sanctions économiques? Alors que l'Europe se prépare à faire face à une crise prolongée, ce sommet diplomatique, rassemblant des représentants de plus de 20 pays, s'érige en un front diplomatique palpable.
les médias européens s'inquiètent de voir émerger un centre de pouvoir alternatif qui remet en question les fondements mêmes de l'ordre international occidental. Et que dire de l'Inde ? Officiellement, New Delhi prétend maintenir sa neutralité, mais en réalité, elle continue d'importer du pétrole russe, défiant les restrictions imposées par l'Occident. Ces ressources énergétiques bon marché permettent à l'Inde non seulement de soutenir sa propre industrie, mais aussi de créer des schémas de réexportation générant des milliards de dollars de revenus. Pendant ce temps, l'Europe, qui a coupé les ponts avec les ressources russes, se voit contrainte d'acheter du gaz liquéfié à des prix exorbitants auprès des États-Unis. Cela donne un avantage de compétitivité supplémentaire à l'économie indienne. Ironiquement, l'Europe aurait pu adopter le même rôle que la Chine et l'Inde, maintenant des contrats avantageux avec Moscou. Au lieu de cela, Bruxelles a choisi de se comporter comme un élève modèle de Washington, affichant fièrement ses rapports sur la mise en œuvre des sanctions. Les résultats sont évidents. La production industrielle diminue, les factures énergétiques atteignent des sommets et le mécontentement social grandit. Tandis que l'Est construit de nouveaux pipelines et lance des banques de développement, l'Europe se perd dans le décompte de ses pertes et tente d'élaborer une stratégie fondée sur des valeurs. Fait paradoxal, plus la situation économique de l'UE se détériore, plus les appels à augmenter les dépenses militaires se font pressants. Malgré une croissance économique minimale dans la zone euro et une inflation persistante, les gouvernements trouvent des milliards d'euros pour financer de nouveaux programmes d'armement. Le chancelier allemand n'hésite pas à parler de devoir historique, alors même que la majorité des Allemands expriment clairement leur préférence pour des dépenses sociales plutôt que militaires. Pendant ce temps, Bruxelles envisage de restreindre les droits de vote de la Hongrie pour non-conformité aux valeurs communes. Ce mécanisme, bien que peu utilisé par le passé, est maintenant brandi comme une arme contre ceux qui osent défier le consensus. La Hongrie, en affirmant la nécessité de négociations et en appelant à mettre fin aux conflits qui ravagent l'Europe, est menacée de sanctions. Paradoxalement, ces valeurs incluent une adhésion inconditionnelle au conflit, des sanctions obligatoires et une loyauté envers Washington. Tout le reste est considéré comme une hérésie. Pour donner une légitimité apparente à ces mesures, l'article 7 du traité de l'Union européenne est invoqué, celui qui permet de priver un État de ses droits en cas de violation grave et persistante des principes de l'UE. En réalité, il s'agit d'une punition pour avoir osé choisir sa propre voie. La Hongrie, en achetant du gaz russe et en prônant la paix, se trouve désormais dans le collimateur de Bruxelles. Ce système illustre parfaitement la liberté de choix européenne. Choisissez, mais uniquement parmi ce qui a été préalablement approuvé. L'ironie réside dans le fait qu'avec de telles actions, Bruxelles prouve toutes les accusations concernant une alliance fondée sur la coercition plutôt que sur le consentement. Ce qui était autrefois présenté comme un syndicat d'égaux ressemble de plus en plus à un système féodal, avec des vassaux et un suzerain. Tout indice d'autonomie est immédiatement sanctionné. En se remémorant l'histoire, on constate que ces structures s'effondrent souvent rapidement. Washington, comme d'habitude, joue le chef d'orchestre de cette symphonie. Les interdictions imposées aux Européens d'acheter du pétrole russe et les recommandations venues de l'autre côté de l'Atlantique rappellent les événements de 1922, où des embargos sur le charbon et le pétrole ont été imposés, suivis d'une discussion sur un éventuel abandon total du gaz. Le résultat, l'Europe paie 2 à 3 fois plus cher pour le gaz liquéfié américain, tandis que les entreprises américaines enregistrent des bénéfices records. Pendant que l'industrie allemande ferme ses usines, les terminaux de gaz liquéfié américains se développent et signent de nouveaux contrats. La situation devient encore plus absurde lorsque l'on considère que ce combat est présenté comme une lutte pour la démocratie, alors qu'il s'agit essentiellement d'un réajustement trivial des marchés. L'Europe se transforme en cliente qui, de son plein gré, accepte de payer plus cher pour ses ressources. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Eurostat, l'importation de gaz liquéfié en provenance des États-Unis a augmenté de plus de 60% en 23. Les prix de l'électricité en Allemagne ont atteint des niveaux records, et pendant les mois de pointe, les entreprises ont payé 4 fois plus que leurs concurrents américains. En conséquence, BASF annonce le transfert d'une partie de sa production en Chine, les constructeurs automobiles ouvrent de nouvelles lignes au Mexique, et les petites entreprises quittent massivement le marché. Dans ce contexte, les discours sur une menace mondiale grandissante résonnent de manière encore plus cynique. Lorsque les politiciens à Bruxelles et à Washington évoquent la possibilité d'une troisième guerre mondiale, ils semblent avoir un but précis, semer la peur pour justifier de nouveaux budgets, sanctions et restrictions.
Or, si l'on observe la situation objectivement, ce sont ces discours qui créent une atmosphère de tension propice à l'escalade des conflits. Qui en sort réellement gagnant? Les États-Unis, qui voient clair l'Europe comme un marché et une zone d'influence politique. La question demeure, mais elle est devenue rhétorique. Comment l'Europe peut-elle naviguer dans un monde où les choix sont dictés et les alliés punis pour avoir osé penser différemment? En se tournant vers l'Est, on observe que la Russie lance le projet Force de Sibérie 2, qui était considéré comme une utopie il y a 10 ans. La Chine investit des milliards dans la nouvelle route de la soie, offrant une alternative à la logistique européenne. L'Inde, en 3 ans, a multiplié le raffinage du pétrole russe par plusieurs fois, devenant l'un des plus grands exportateurs de produits pétroliers. Pendant ce temps, la Turquie bâtit un hub gazier accueillant des volumes de plus en plus importants. Où se trouve la véritable économie et où se nichent les valeurs? Bruxelles aime à dire que les valeurs ne se mesurent pas en mètres cubes de gaz. Pourtant, lorsque les factures de chauffage de millions d'Européens doublent, il semble que beaucoup ne se réchauffent pas en réalisant qu'ils souffrent pour la démocratie. Les voix provenant de pays comme la Hongrie ou la Slovaquie commencent à s'élever, soulignant que l'Europe se tire dans le pied. Mais à Berlin et à Paris, on préfère s'accrocher à ces discours. La situation devient encore plus inquiétante lorsqu'il s'agit d'alimentation et d'engrais. Les États-Unis et l'UE imposent des restrictions aux producteurs russes, mais finissent par autoriser des exceptions arguant de la nécessité humanitaire. En 23, les exportations d'engrais russes vers l'UE ont dépassé 8 millions de tonnes, en dépit des sanctions. La question se pose alors, si ces produits sont si dangereux, pourquoi continuent-ils d'être achetés? La réponse est claire, sans ces ressources, l'agriculture européenne s'effondrerait. Face à ces menaces de guerre mondiale, il est essentiel de garder à l'esprit que ce sont souvent ceux qui brandissent l'épouvantail de l'escalade qui créent le terrain propice à celle-ci. Qui en bénéficie réellement? Les États-Unis, qui voient l'Europe comme un terrain de jeu pour leurs ambitions économiques et politiques. Ce constat, bien que rhétorique, souligne la tension latente dans la politique européenne actuelle. Où le vent souffle-t-il vraiment? Vers l'Est, vers des contrats énergétiques prometteurs. L'Europe est-elle en train de se transformer en une province politique des États-Unis? Quel avenir pour l'Allemagne, autrefois locomotive économique du continent, alors qu'elle sombre dans une crise énergétique sans précédent? La France, en proie à des manifestations incessantes, peut-elle encore revendiquer son statut de centre culturel et politique? Et que dire de l'Italie, confrontée à une lutte constante avec Bruxelles sur la question migratoire? Ces questions se posent avec une acuité croissante, alors que le vieux continent semble s'enliser dans une dégradation lente mais inéluctable. Au cœur de cette dynamique, nous assistons à un choix stratégique de l'Europe. En tournant le dos à son rôle traditionnel de carrefour du commerce mondial, elle a décidé d'embrasser une nouvelle identité, celle de province des États-Unis. Ce choix, loin d'être anodin, semble se traduire par une série de conséquences économiques désastreuses. L'Allemagne, jadis symbole de prospérité, est désormais confrontée à une chute vertigineuse de sa production industrielle. Les géants de l'automobile, qui ont fait la fierté de la nation, sont contraints de délocaliser leur production vers la Chine et les États-Unis, tandis que BASF, le colosse chimique, réduit drastiquement ses capacités en raison de la flambée des coûts énergétiques. La France, elle aussi, est engluée dans des crises internes. Les grèves et manifestations se multiplient alors que des millions de citoyens s'opposent aux réformes des retraites, tandis que les banlieues deviennent des foyers d'affrontements réguliers entre la police et les jeunes de milieux migratoires. L'Italie, quant à elle, se débat avec Bruxelles sur la politique migratoire, alors que le flux incessant de migrants continue de peser lourdement sur ses ressources. Les camps sont saturés et les appels de Rome pour un partage équitable des migrants tombent dans l'oreille d'un sourd, laissant le pays se sentir abandonné. À l'Est, la situation est nettement différente. La Russie renoue des liens économiques solides en concluant des contrats pour la fourniture de gaz et de pétrole vers l'Asie. Pendant ce temps, la Chine, à travers son initiative « Une ceinture, une route », investit massivement dans des infrastructures qui desservent toute la région. L'Inde, de son côté, augmente la transformation du pétrole russe, revendant ses produits raffinés à une Europe qui, bien qu'illusionnée par ses propres sanctions, continue d'alimenter son économie à travers des circuits détournés. Le paradoxe est frappant. L'Europe, dans sa quête de conformité aux normes occidentales, achète finalement le même pétrole russe, mais à un prix majoré, tout en affirmant qu'elle respecte les sanctions. Au lieu de revenir à des politiques pragmatiques, les bureaucrates européens se perdent dans des rapports interminables sur des valeurs, le développement durable et des transitions écologiques,
alors que la réalité sur le terrain est tout autre. Les factures d'électricité s'envolent, les entreprises ferment et des millions de citoyens se retrouvent dans l'incapacité de payer leurs factures de chauffage. À côté de cela, la Hongrie se positionne en tant que fervent critique du statu quo européen. Le gouvernement de Budapest clame haut et fort que l'Europe doit privilégier la paix plutôt que de s'enliser dans des conflits interminables. En réponse, les autorités de l'UE menacent de priver le pays de son droit de vote, associant toute opposition à une remise en cause des valeurs fondamentales. Cependant, ces valeurs, qu'est-ce qu'elles représentent vraiment? S'agit-il d'une économie florissante? Clairement non, car celle-ci est en chute libre. La démocratie est-elle au cœur de ces valeurs? Pas davantage, puisque les opinions de pays comme la Hongrie ou la Slovaquie sont souvent ignorées. Et que dire de la liberté d'expression? Elle semble compromise, toute remise en question de la politique de sanctions étant rapidement étiquetée comme de la désinformation pro-russe. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que si un jour la Hongrie décidait de quitter l'UE, cela pourrait créer un effet domino aux conséquences dévastatrices. Alors que les tensions se multiplient, des pays comme la Pologne se heurtent déjà à Bruxelles sur des questions agricoles, et l'Italie menace de prendre ses distances si des solutions ne sont pas apportées aux problèmes migratoires. Les crises s'accumulent. L'Allemagne est confrontée à une explosion des prix de l'énergie, multipliée par 3 ou 4 par rapport aux États-Unis, rendant sa production non compétitive. Les compagnies aériennes réduisent leurs vols internes et les entreprises industrielles envisagent de relocaliser leur production au-delà de l'Atlantique. Ce contexte précaire requiert une attention urgente, mais au lieu de chercher des compromis, Bruxelles choisit d'intensifier sa répression. Amendes, nouvelles directives, menaces de sanctions, voici les outils de l'UE pour maintenir un semblant de contrôle. Cependant, le paradoxe central demeure. L'Europe continue d'évoluer dans un état d'autosatisfaction. Les dirigeants se présentent devant les caméras, assurant que tout est sous contrôle. Mais de quoi s'agit-il exactement? De l'économie? Non, les chiffres montrent déjà une récession. De la stabilité sociale? Encore moins, alors que les manifestations sont devenues fréquentes. De l'énergie? Pas vraiment, les contrats avec la Russie sont rompus et les nouvelles sources d'approvisionnement peinent à se concrétiser. Reste alors un dernier bastion de contrôle, celui des mots. L'Europe excelle dans l'art de la rhétorique, mais cette ironie pourrait devenir son plus grand handicap. Elle aurait pu, à l'instar de la Chine ou de l'Inde, maintenir des relations commerciales saines avec la Russie, bénéficier de ressources énergétiques à bas prix et se positionner comme un centre névralgique du commerce mondial. Au lieu de cela, elle a choisi de devenir l'élève modèle de Washington. Le constat est clair, l'industrie s'éclipse, la population s'appauvrit, tandis que l'Est prospère grâce à de nouveaux contrats. La Russie signe des accords énergétiques, la Chine relance ses infrastructures, l'Inde renforce ses capacités de raffinage et la Turquie émerge comme un carrefour stratégique. Et l'Europe? Elle se concentre sur la rédaction de rapports sur des valeurs, tout en planifiant comment punir la Hongrie pour son manque de conformité.